Comment une adolescente de 15 ans peut-elle disparaître en plein jour, dans une route qu'elle empruntait depuis toujours, sans laisser aucune trace? Cette question a plongé la petite communauté de Saint-Blaise-la-Roche, en Alsace, dans l'horreur et l'incompréhension en septembre 2023. Lina Delzart n'était pas une fille ordinaire, mais une adolescente joyeuse et pleine de rêves, aimée de sa famille et de ses amis. Pour ses proches, sa vie semblait tranquille, presque ordinaire, rythmée par l'école, les sorties avec ses amis et les promenades dans le village pittoresque qu'elle appelait maison. Mais ce jour-là, rien n'allait se passer comme prévu. En partant pour retrouver son petit ami à Strasbourg, une ville plus grande de la région, Lina ne reviendrait jamais. Sa disparition a choqué voisins et habitants, transformant une routine apparemment banale en un mystère effrayant qui allait captiver toute la France. En quelques heures, ce qui semblait être une simple absence se changea en cauchemar national, révélant à quel point la vie quotidienne peut être fragile et imprévisible. Lina Delzart n'avait que 15 ans, mais sa présence illuminait le petit village où elle vivait, en Alsace, une région de l'Est de la France. Décrite par ses amis et sa famille comme une jeune fille joyeuse, douce et pleine de rêves, Lina était une adolescente comme tant d'autres. Elle étudiait, entretenait des amitiés proches, rêvait de l'avenir et appréciait les petites choses du quotidien. Elle habitait dans une communauté tranquille, entourée de paysages bucoliques, marqués par le rythme simple de la vie à la campagne, un endroit où tout le monde se connaissait et où, en théorie, rien de terrible ne pouvait arriver. Mais en septembre 2023, ce sentiment de sécurité allait être brutalement ébranlé. Ce jour-là, Lina quitta sa maison le matin pour se rendre à la gare. Le plan était de retrouver son petit ami à Strasbourg, une plus grande ville de la région. Vêtue de manière décontractée, ne transportant que le nécessaire, elle parcourut le trajet qu'elle avait si souvent fait. La marche d'un peu plus de 3 kilomètres était considérée comme sûre, habituelle pour les habitants locaux. Cependant, cette fois, Lina n'arriverait jamais à destination. La disparition soudaine d'une adolescente en plein jour, dans une communauté habituée à une routine tranquille, fit l'effet d'une bombe parmi les voisins, la famille et les autorités locales. Comment quelqu'un pouvait-il simplement disparaître sur un trajet si court, à la vue de tous, sans laisser de traces apparentes? Pour un village habitué au silence des champs et à la prévisibilité des jours, la disparition de Lina apporta la peur et la méfiance, quelque chose jusqu'alors impensable. En peu de temps, l'affaire cessa d'être une simple préoccupation locale pour prendre une ampleur nationale. L'histoire d'une jeune fille prometteuse qui était partie de chez elle pour un rendez-vous banal, mais qui n'était jamais arrivée à destination, toucha profondément l'opinion publique. Les journaux français commencèrent à suivre de près chaque détail, transformant Lina en un symbole de la fragilité de la vie quotidienne. Ce fut le point de départ de l'un des mystères criminels les plus troublants de la France récente. À partir de la disparition de Lina Delzart, toute la région plongea dans une quête désespérée de réponses, tentant de comprendre comment une adolescente ordinaire, dans un village apparemment sûr, avait pu simplement disparaître en l'espace de quelques minutes. La disparition. Le 23 septembre 2023 commença comme n'importe quel autre jour dans la vie de Lina Delzart. Le ciel de l'Alsace était nuageux, mais rien n'indiquait que ce serait une journée hors du commun. Peu avant 11 heures du matin, l'adolescente quitta sa maison en direction de la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Son objectif était simple, prendre le train et retrouver son petit ami à Strasbourg pour passer l'après-midi ensemble. C'était un programme innocent propre à son âge qui ne soulevait aucune suspicion ou préoccupation majeure de la part de sa mère, habituée à ce trajet. Lina marchait seule sur la route de campagne qui relie son village à la gare. Le parcours d'environ 3 kilomètres était considéré comme sûr et faisait partie de la routine de nombreux habitants. Quelques voisins l'ont vue en chemin. Un témoin a rapporté l'avoir vue peu avant un virage sur la route, vers 11h15. Après cela, comme si elle avait été avalée par le silence des champs, Lina disparut tout simplement. Lorsque l'heure convenue pour la retrouver à Strasbourg passa et que Lina n'apparut pas, son petit ami tenta de la contacter par téléphone. Sans réponse, il commença à s'inquiéter. Bientôt, sa mère réalisa également que quelque chose n'allait pas. Le retard ne correspondait pas au comportement de sa fille, toujours responsable et communicative. Des heures plus tard, le désespoir s'installa. Lina était partie de la maison et n'était jamais arrivée à destination. La famille alerta la police, qui traita rapidement l'affaire comme une disparition inquiétante. Dans les petites communautés, les disparitions se résolvent souvent rapidement, qu'il s'agisse d'un retard, d'une rencontre imprévue ou d'un changement de programme. Mais dès le début, quelque chose semblait différent. Le temps passait
Il n'y avait ni message, ni appel, ni aucun signe de Lina. Tandis que les autorités entamèrent les premières procédures, le village plongeait dans l'anxiété. Des volontaires se mobilisèrent pour fouiller les routes, les forêts et les berges des rivières voisines. Des affiches avec la photo de Lina furent placardées. Sur les réseaux sociaux, son image devint rapidement virale et des centaines de personnes partageaient des appels à l'aide dans l'espoir que quelqu'un ait vu l'adolescente. Ce qui intriguait le plus tout le monde était l'absence apparente d'indices. Aucune caméra de sécurité n'avait enregistré son passage. Aucun objet personnel n'avait été retrouvé sur le chemin. C'était comme si Lina s'était tout simplement volatilisée à quelques minutes de chez elle. Ce détail en soi rendait l'affaire encore plus troublante, car il soulevait une question angoissante. Comment une adolescente pouvait-elle disparaître en plein jour, sur un trajet connu, sans que personne ne remarque rien? À partir de là, chaque minute sans nouvelles semblait durer un siècle. La paisible communauté d'Alsace se trouvait face à un mystère inquiétant et la recherche de Lina devenait peu à peu une course contre la montre. Le début de l'enquête. Lorsque la police française reçut la nouvelle de la disparition de Lina Delsart, le 23 septembre 2023, elle ne tarda pas à traiter l'affaire comme une priorité. L'âge de la victime, le contexte de la disparition et l'angoisse de la famille ne laissaient aucun doute. Il ne s'agissait pas d'une simple fugue d'adolescente ou d'un retard fortuit. La disparition de Lina fut rapidement qualifiée de inquiétante, un terme utilisé par les autorités lorsqu'il existe de forts indices que la personne est en danger. Les premières heures furent cruciales. Policiers, pompiers et volontaires locaux s'unirent dans une vaste opération de recherche. Des équipes fouillèrent les bois, les routes de campagne, les rivières et les petites constructions abandonnées sur le trajet entre la maison de Lina et la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Des drones et des hélicoptères furent utilisés pour survoler les zones difficiles d'accès, tandis que des chiens renifleurs tentèrent de suivre une piste de la jeune fille. Le résultat fut décourageant. Rien. Aucun vêtement, aucun effet personnel, aucun indice concret. Ce qui intriguait encore plus les enquêteurs, c'était le fait que Lina semblait avoir disparu dans un très court laps de temps. Entre la dernière fois où elle a été vue, par un témoin qui l'a aperçue marchant sur la route, et le moment où elle aurait dû être à la gare, il y avait une fenêtre d'environ 15 minutes. Cet intervalle de temps étroit amena la police à émettre des hypothèses troublantes. Lina aurait pu être abordée par quelqu'un en voiture, peut-être une connaissance, ce qui expliquerait l'absence de résistance ou de cris. Rapidement, l'enquête commença à s'étendre. Les habitants de la région furent interrogés. Toute personne ayant emprunté la route ce jour-là fut convoquée pour témoigner. Les conducteurs circulant dans la zone furent identifiés grâce aux caméras de circulation et aux radars à proximité. L'objectif était clair, reconstituer minute par minute les derniers instants connus de Lina. Pendant ce temps, la disparition faisait déjà la une des journaux nationaux. Les journaux et les chaînes de télévision consacrèrent des reportages spéciaux à l'affaire. Le visage de Lina ornait les couvertures de magazines et les publications virales sur Internet. Le pays tout entier suivait, avec une inquiétude croissante, l'angoisse de la famille. La mère, dans des interviews émouvantes, suppliait désespérément sa fille de rentrer à la maison. Les amis de l'adolescente la décrivaient comme joyeuse, généreuse et rêveuse. Ce récit sensibilisait l'opinion publique, transformant Lina en un symbole de la vulnérabilité juvénile. Cependant, parallèlement à l'émotion, les premières spéculations apparurent. Les réseaux sociaux foisonnaient de théories. Certains évoquaient de possibles crimes sexuels, d'autres soulevaient l'hypothèse d'un enlèvement ou même de l'implication de proches. Le petit ami de Lina fut l'un des premiers à témoigner, et bien qu'il ait pleinement coopéré, il n'échappa pas au regard suspicieux d'Internet. Il en fut de même pour les voisins et les connaissances, qui devinrent la cible de commentaires et d'accusations sans preuve. Face à cette avalanche de rumeurs, la police réaffirma que l'enquête ne suivrait que des preuves concrètes. Des experts analysèrent les signaux téléphoniques et tentèrent de trianguler la position du portable de Lina, mais l'appareil semblait avoir été éteint ou détruit juste après sa disparition. Ce détail renforçait encore davantage la suspicion d'un acte criminel. Au fil des jours, l'espoir de retrouver Lina vivante diminuait, mais la détermination de la police s'intensifiait. L'affaire n'était plus seulement d'intérêt régional, mais national, mobilisant des ressources supplémentaires de l'État français. Chaque détail était analysé. Les caméras de sécurité des maisons, des routes et des commerces furent vérifiées, les registres des véhicules compatibles avec la région furent croisés. Les personnes ayant des antécédents criminels vivant à proximité furent placées sous surveillance.
Le petit village d'Alsace, habitué au silence et à la tranquillité, vivait désormais dans un climat de peur et de tension. Les parents évitaient de laisser leurs enfants seuls, les habitants se méfiaient les uns des autres, et le sentiment de sécurité s'était évaporé. La disparition de Lina n'était plus seulement un drame personnel, c'était un choc collectif. Et puis, après des jours de recherches intenses sans résultat, l'enquête allait prendre une tournure encore plus sombre. Ce qui était jusqu'alors traité comme une disparition mystérieuse était sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus tragique, une affaire d'homicide. Macabre découverte. Si les premiers jours de recherche maintenaient un fragile espoir de retrouver Lina vivante, tout changea le 26 septembre 2023, 3 jours seulement après sa disparition. C'est ce jour-là qu'un groupe de volontaires, accompagné d'agents de police, trouva ce que personne ne voulait croire. Dans une zone de forêt dense, près d'une route secondaire non loin de l'endroit où Lina avait été vue pour la dernière fois, se trouvait le corps d'une jeune fille. La confirmation arriva rapidement. Il s'agissait de Lina Delsart. La nouvelle se répandit rapidement, et le petit village d'Alsace plongea dans le choc et le deuil. La disparition avait déjà secoué la communauté, mais la confirmation d'un meurtre brutal apporta un poids insupportable. Ce n'était plus seulement le mystère d'une adolescente qui n'était pas rentrée chez elle. Il s'agissait maintenant d'un crime odieux, commis contre une jeune fille de seulement 15 ans, en plein jour, dans un endroit qui avait toujours été considéré comme sûr. La scène où le corps fut découvert exigea un soin extrême de la part de la police scientifique. Les experts passèrent des heures à analyser le lieu, recueillant chaque détail qui pourrait servir d'indice. Le corps de Lina présentait des signes de violence, ce qui amena rapidement les enquêteurs à conclure qu'elle avait été victime d'un homicide. Les conditions dans lesquelles le corps fut retrouvé ne furent pas divulguées en détail par les médias, mais des sources proches de l'enquête confirmèrent qu'il s'agissait d'un crime d'une grande brutalité, écartant d'emblée toute possibilité d'accident. La confirmation du décès eut un impact dévastateur sur la famille. La mère de Lina, qui gardait jusqu'alors une lueur d'espoir, s'effondra en larmes devant les caméras, devenant le visage le plus douloureux de la tragédie. Les amis et camarades de classe ne pouvaient pas croire que cette jeune fille souriante, qui quelques jours auparavant faisait des projets pour l'avenir, était maintenant morte. Des veillées furent organisées en différents points de la région, avec des bougies, des fleurs et des pancartes exigeant justice pour Lina. Pour la police, la découverte du corps était à la fois une avancée et un fardeau supplémentaire. La disparition se transformait désormais officiellement en une enquête pour homicide. Cela signifiait que de nouvelles ressources seraient allouées, mais aussi que la pression augmentait. Trouver le ou les responsables du crime devint une priorité nationale. La presse française rapportait chaque étape de l'enquête. Des titres comme « La France en deuil »,« Le corps de Lina retrouvé » occupèrent les premières pages des journaux. Les émissions de télévision consacraient de longs segments à discuter de l'affaire, des experts en criminologie donnaient des interviews, et des comparaisons avec des crimes célèbres du passé étaient faites quotidiennement. Le nom de Lina, que peu de gens connaissaient en dehors de l'Alsace, était maintenant dans tous les journaux télévisés du pays. Cependant, parallèlement à la couverture médiatique, les spéculations se multipliaient. Des théories sur ce qui s'était passé proliféraient sur les réseaux sociaux. Certains suggéraient que Lina avait été victime d'un prédateur sexuel qui rôdait dans la région. D'autres soulevaient l'hypothèse d'une vengeance ou de l'implication de proches. Il y avait aussi ceux qui croyaient à un crime d'opportunité, commis par quelqu'un qui avait simplement croisé le chemin de la jeune fille ce jour-là. Ce tourbillon d'hypothèses commença à affecter directement la communauté. Des soupçons pesaient sur les voisins, les amis et même sur des membres de la famille. Le climat de méfiance se propageait, alimenté par le manque d'informations concrètes divulguées par la police. Bien que les enquêteurs gardaient le secret pour ne pas compromettre leur travail, l'absence de réponses immédiates générait encore plus de rumeurs. L'enterrement de Lina, qui eut lieu quelques jours après la découverte du corps, rassembla des centaines de personnes dans un moment d'émotion collective. L'église locale était bondée et le cortège funèbre fut suivi par des habitants de plusieurs villes voisines. Entre larmes et silence, toute la communauté demandait justice. Avec la découverte du corps, l'enquête allait maintenant se concentrer sur la réponse aux questions cruciales. Qui a tué Lina? Pourquoi quelqu'un aurait-il des raisons de s'attaquer à une adolescente ordinaire en plein trajet vers la gare? Et peut-être le plus troublant, comment un crime de cette ampleur a-t-il pu être commis en plein jour sans que personne ne s'en aperçoive? Ces questions devinrent le moteur de l'enquête policière
et le centre de l'attention de la presse. Mais avec la multiplication des théories et des suspects, la vérité semblait de plus en plus difficile à atteindre. L'affaire de Lina Delsart, qui avait commencé comme une disparition inquiétante, s'était transformée en l'un des meurtres les plus mystérieux et marquants de la France contemporaine. Suspects et théories. Avec la confirmation du décès de Lina Delsart, l'enquête prit une tournure beaucoup plus complexe et sensible. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de localiser une adolescente disparue, mais d'identifier qui lui avait ôté la vie et pour quelles raisons. La police française savait qu'en plus de la recherche de preuves matérielles, il était nécessaire de gérer la pression de l'opinion publique et le tourbillon de spéculation qui se formait sur les réseaux sociaux et dans la presse. Dans les premiers jours suivant la découverte du corps, plusieurs suspects furent interrogés. Les voisins proches, les connaissances de Lina, ses camarades de classe et même des personnes vues dans la zone, le jour de sa disparition, furent convoqués pour témoigner. L'approche de la police suivait des protocoles stricts. Chaque déclaration était recoupée avec des images de caméras de sécurité, des relevés de téléphonie mobile et des informations de témoins. Parmi les premiers suspects figuraient des personnes qui avaient un contact, même minime, avec la jeune fille. Le petit ami de Lina, par exemple, subit de longs interrogatoires, bien qu'il n'y eût aucune preuve concrète contre lui. La famille fut également soumise à des questions détaillées, car malheureusement, dans les cas d'homicide, les enquêteurs doivent écarter toute implication de l'entourage proche. Chaque détail de la routine de Lina fut examiné. Qui fréquentait la même école, qui vivait à proximité, qui aurait pu avoir des raisons de s'en prendre à elle. Pendant que la police travaillait, des théories qui enflammaient le débat public émergeaient. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs spéculaient sur un crime de vengeance, sur des prédateurs sexuels dans la région et même sur un trafic de drogue. Des rumeurs désignaient des personnes connues de la communauté ou des étrangers qui auraient rôdé dans le village. Chaque théorie semblait plausible à première vue, mais le manque de preuves concrètes les transformait toutes en de simples suppositions. Certains habitants rapportèrent même avoir vu des voitures suspectes aux abords de la route que Lina empruntait habituellement. Ces pistes, bien que pertinentes, devaient être confirmées pour pouvoir être utilisées devant un tribunal. La police analysa également les registres de messages et d'appels du téléphone portable de l'adolescente, mais l'appareil restait éteint ou inaccessible, ce qui rendait plus difficile de retracer les derniers pas de Lina. Les médias jouèrent un double rôle durant cette période. D'une part, ils aidèrent à maintenir l'affaire sous l'attention nationale, faisant pression pour des réponses rapides et mobilisant des ressources supplémentaires. D'autre part, ils contribuèrent à propager des rumeurs et à alimenter un climat de peur et de méfiance. Chaque interview, chaque reportage semblait soulever de nouvelles questions. Le meurtrier était-il quelqu'un du village, quelqu'un qui connaissait Lina, ou s'agissait-il d'un crime d'opportunité, commis par un étranger qui ne serait jamais identifié? En même temps, des témoignages d'amis proches de Lina firent surface, indiquant de petites situations qui pouvaient être interprétées de différentes manières. Certains parlèrent de regards étranges de personnes circulant dans le quartier, d'autres se souvinrent de commentaires inhabituels ou de comportements suspects qui, à l'époque, semblaient anodins, mais qui prenèrent du poids après le meurtre. Au milieu de ces spéculations, la police resta concentrée sur les preuves concrètes, analyse ADN, empreintes digitales dans des lieux proches de la disparition, caméras de sécurité et suivi de véhicules. Chaque détail, aussi minuscule soit-il, pouvait être la clé pour découvrir l'identité du responsable. La communauté, de son côté, vivait dans une tension constante. Les parents devinrent encore plus attentifs à leurs enfants. Les étrangers étaient observés avec méfiance, et le sentiment de sécurité que le village offrait avait disparu. Le crime n'avait pas seulement marqué la vie de Lina et de sa famille, mais avait aussi changé la routine de toute la région. Même avec des suspects interrogés et des théories abondantes, la vérité restait lointaine. L'affaire de Lina Delsart demeurait enveloppée de mystères, et chaque nouvel indice semblait ouvrir plus de questions que de réponses. Qui avait réellement des raisons de commettre une telle atrocité? Et comment était-il possible que quelqu'un de si proche ou de si étranger à la communauté agisse avec une telle froideur contre une jeune fille si appréciée? La tension montait de jour en jour, et la pression sur la police ne faisait que croître. La société exigeait la justice, mais l'enquête devait avancer avec prudence, sans céder aux rumeurs ou aux jugements hâtifs. Le mystère autour de la mort de Lina Delsart ne faisait que s'épaissir, et la quête de réponse devenait plus urgente que jamais. La quête de la vérité. Avec la confirmation du meurtre de Lina Delsart, l'enquête entra dans une phase critique.
la quête de la vérité. Désormais, la priorité de la police française était de reconstituer chaque instant de la vie de l'adolescente dans les moments précédant sa disparition, d'identifier toute piste laissée par le criminel et enfin de comprendre qui avait mis fin à ses jours et pourquoi. Le travail était minutieux, intense et émotionnellement éprouvant, tant pour les enquêteurs que pour la communauté et la famille de la victime. Les équipes de la police technique et scientifique commencèrent par analyser la zone où le corps de Lina avait été retrouvé. Chaque brin de végétation, chaque empreinte de pas, chaque objet recueilli était méticuleusement catalogué. Les chiens renifleurs retournèrent dans la région, tentant de refaire le chemin de la jeune fille depuis la route jusqu'au lieu du crime. En même temps, des experts en biologie et en chimie prélevaient des échantillons qui pourraient contenir des traces de l'agresseur, y compris de l'ADN, des cheveux, des fibres de vêtements et toute autre preuve microscopique. Chaque détail pouvait être décisif. Parallèlement, la police travailla sur l'analyse de l'historique de Lina, ses routines, ses amitiés, ses contacts sur les réseaux sociaux, ses appels téléphoniques et ses messages textes. Le téléphone portable de l'adolescente, bien qu'éteint ou inaccessible, fournit tout de même des données préliminaires sur les appels et les applications utilisées, permettant de reconstituer partiellement sa journée. Des experts en technologie forensique tentèrent de découvrir s'il y avait des indices de communication suspecte avec des inconnus ou des signes que quelqu'un aurait pu planifier l'attaque à l'avance. Tandis que l'expertise scientifique progressait, les enquêteurs accordèrent également une attention particulière aux témoins. Amis, voisins et collègues furent interrogés à nouveau, cette fois en se concentrant sur les détails les plus subtils. Changements de comportement, rencontres suspectes, conversations récentes qui pourraient indiquer des problèmes ou des menaces. De petits indices, souvent ignorés au premier abord, pouvaient devenir cruciaux pour élucider l'affaire. Au cours de l'analyse, la police examina les images des caméras de sécurité le long de la route et des établissements proches de la gare. Sur beaucoup d'entre elles, Lina n'était visible que partiellement ou momentanément, mais ces fragments aidaient à tracer l'itinéraire approximatif de l'adolescente. Chaque seconde enregistrée était minutieusement examinée, à la recherche de signes de véhicules suspects ou de personnes qui auraient pu s'approcher d'elle ce jour fatidique. La reconstitution des derniers pas de Lina révéla un schéma inquiétant. Elle marchait seule, comme d'habitude, sans paraître effrayée, mais les zones les plus isolées du trajet offrirent des opportunités pour qu'un agresseur agisse sans être vu. Des experts en criminologie analysèrent le scénario et suggérèrent que le crime aurait pu être planifié, compte tenu de la disparition rapide de la victime et de l'absence de témoins proches au moment de l'attaque. En plus des analyses forensiques et de l'enquête de terrain, la police faisait face au défi de la pression publique. La mort de Lina avait eu un retentissement national et chaque détail de l'affaire était largement discuté sur les réseaux sociaux. Des théories sur le possible agresseur circulaient rapidement, certaines basées sur des faits, d'autres complètement infondées. Cette pression rendait le travail des enquêteurs encore plus complexe. Il était nécessaire d'agir avec précision, sans céder aux rumeurs qui pourraient compromettre l'enquête. Pendant ce temps, la famille de Lina suivait chaque étape de l'enquête avec attente et angoisse. La mère, visiblement bouleversée, participait à des interviews et cherchait constamment des informations, tentant de comprendre ce qui s'était passé. Les amis de l'adolescente créèrent des groupes de soutien et organisèrent des veillées, maintenant vivant la mémoire de Lina et exigeant justice. Les jours se transformèrent en semaines et chaque nouveau résultat forensique était accueilli avec tension. Les traces d'ADN, les empreintes digitales ou les objets trouvés près du corps étaient analysés de manière exhaustive. La police commença également à croiser les données des suspects avec les registres de crimes antérieurs dans la région, cherchant à identifier quelqu'un avec un historique de violence ou de comportement prédateur. Dans ce processus, il devint évident que la résolution de l'affaire Lina Delsarte exigerait un ensemble complet de techniques d'enquête, expertise scientifique, entretien détaillé, analyse de preuves numériques et surveillance minutieuse des suspects. Chaque élément devait s'emboîter dans un puzzle complexe, où la moindre faille pouvait compromettre tout l'effort. Le mystère persistait. Lina était sortie de chez elle pour un simple rendez-vous, comme elle l'avait fait tant de fois, mais elle n'était jamais revenue. La quête de la vérité, cependant, ne consistait pas seulement à trouver le meurtrier. Il s'agissait aussi de comprendre le contexte du crime, de reconstituer la vie de la victime et d'apporter la justice à une communauté ébranlée et à une famille qui vivait désormais avec un vide irréparable.
L'affaire, qui avait commencé comme une disparition inquiétante, se transformait en une enquête alliant science, stratégie policière et persévérance, où chaque indice pouvait être la clé pour résoudre le crime le plus choquant de la région depuis des années. L'impact en France. La mort de Lina Delzart n'a pas seulement affecté sa famille et le petit village d'Alsace, mais est rapidement devenue une affaire à retentissement national. Les journaux, les chaînes de télévision et les plateformes numériques se mirent à suivre chaque détail de l'enquête, transformant l'adolescente en un symbole tragique de la vulnérabilité de la jeunesse en France. Le visage de Lina, souriant sur des photos d'enfance, ornait les couvertures de magazines et les portails d'information, rappelant à tous que des crimes de ce type peuvent se produire n'importe où, même dans les communautés les plus paisibles. Les médias français consacrèrent des semaines de couverture intense à l'affaire. Des émissions de journalisme d'investigation analysaient chaque information disponible, reconstituaient les derniers pas de l'adolescente et discutaient des théories sur les suspects potentiels. Des experts en criminologie étaient invités pour des interviews, expliquant au public comment fonctionnent les enquêtes sur les homicides et quelles méthodes sont utilisées pour identifier les coupables. La présence constante de Lina dans les actualités provoquait l'émotion, mais augmentait aussi l'anxiété des habitants des régions rurales qui s'identifiaient à la situation. Les réseaux sociaux jouèrent un rôle ambigu. D'une part, ils aidèrent à maintenir l'affaire au premier plan, permettant aux volontaires de partager des informations et aux témoins de rapporter des détails qui pouvaient aider l'enquête. D'autre part, ils favorisèrent les rumeurs et les accusations infondées, transformant la quête de justice en un environnement de jugement hâtif. Les commentaires, les publications et les groupes de discussion multipliaient les théories sur des criminels locaux, des inconnus ou même des personnes proches de la victime, compliquant la perception publique de l'avancement de l'affaire. De plus, l'affaire a généré des débats sur la sécurité des adolescents, en particulier dans les zones rurales. Les parents, les écoles et les autorités locales commencèrent à discuter de mesures préventives, la nécessité d'une plus grande surveillance sur les routes isolées, des campagnes de sensibilisation sur les risques de contact avec des inconnus et un renforcement de la présence policière dans les zones de passage fréquents des jeunes. La tragique histoire de Lina servit d'avertissement pour de nombreuses familles, montrant que la vie quotidienne peut être interrompue de manière soudaine et inattendue. Dans les écoles et les communautés, des campagnes de solidarité virent le jour. Des étudiants organisèrent des veillées, des rassemblements et des activités en mémoire de Lina, portant souvent des banderoles avec des messages comme « Justice pour Lina » ou « Nous n'oublions pas ». Les organisations de protection de l'enfance profitèrent également de ce moment pour renforcer l'importance de l'éducation sur la sécurité personnelle et la prévention des crimes contre les jeunes. L'impact de l'affaire atteignit également le niveau politique. Des députés et des représentants locaux demandèrent une plus grande attention aux crimes impliquant des mineurs, sollicitant plus de ressources pour les enquêtes sur les disparitions et les homicides, ainsi qu'un investissement accru dans les technologies de suivi et de prévention. La société française se trouva confrontée à un débat profond sur la manière de protéger les adolescents dans des environnements qui, jusqu'alors, étaient considérés comme sûrs. Cependant, alors que le pays réfléchissait aux conséquences sociales et politiques du crime, la famille de Lina restait en deuil, faisant face à la douleur de perdre leur fille et à l'angoisse de ne pas avoir de réponse complète sur ce qui s'était passé. La pression publique et la visibilité médiatique augmentaient la nécessité que l'enquête soit menée avec précision, en évitant les erreurs qui pourraient compromettre la quête de la vérité. Le meurtre de Lina Delzart a montré comment un crime individuel peut avoir des effets collectifs, transformant une tragédie personnelle en une alerte nationale. Il a uni la société dans la douleur et l'indignation, a généré des débats importants sur la sécurité et la justice et a maintenu la mémoire de Lina vivante dans la conscience collective de la France. Révélations et doutes en suspens. Au fil des semaines, l'enquête sur la mort de Lina Delzart apporta quelques révélations importantes, mais souleva également de nouveaux doutes qui continuaient d'intriguer la police et la société française. Chaque découverte semblait ouvrir plus de questions que de réponses, faisant de l'affaire un véritable casse-tête de mystère et de tension. L'une des premières révélations provint de l'analyse forensique. Des examens détaillés du corps de Lina indiquèrent qu'elle avait été attaquée de manière rapide et planifiée, suggérant que l'agresseur connaissait un minimum les habitudes de la jeune fille. De petites traces recueillies sur la scène de crime, y compris des fibres de vêtements et des marques qui pourraient provenir de véhicules ou de chaussures, commencèrent à être analysées dans des laboratoires spécialisés.
Les scientifiques de la police criminelle cherchaient des schémas qui pourraient mener à des suspects concrets. Mais chaque avancée était accompagnée de limites. De nombreuses preuves étaient dégradées ou avaient été compromises par le temps et l'exposition à l'environnement extérieur. En même temps, les autorités révisèrent toutes les déclarations des témoins, essayant d'identifier des incohérences. De petits détails qui semblaient auparavant anodins prirent un poids significatif. Par exemple, les récits d'habitants qui disaient avoir vu une voiture suspecte circuler sur la route dans les minutes précédant la disparition de Lina furent réexaminés et les images des caméras à proximité furent recoupées avec ces informations. Malgré cela, aucun suspect concret n'avait été formellement identifié jusqu'à ce moment. L'historique numérique de Lina révéla également des indices qui apportèrent plus de questions que de certitudes. Les messages échangés avec ses amis et sa famille n'indiquaient pas de conflits ou de menaces sérieuses, mais des conversations sur les réseaux sociaux soulevèrent des spéculations sur de possibles contacts avec des personnes extérieures à la communauté qui auraient pu jouer un rôle dans le crime. Cependant, sans preuves solides, ces pistes d'enquête restaient de simples hypothèses. De plus, certaines contradictions dans les témoignages de personnes proches de la jeune fille commencèrent à apparaître. Des amis ou des connaissances se souvenaient d'événements de manière légèrement différente, et ces petites divergences étaient soigneusement examinées par la police. Chaque détail pouvait être la clé pour découvrir quelque chose de décisif, mais cela augmentait aussi la complexité de l'affaire, rendant la quête de la vérité encore plus délicate. Alors que l'enquête progressait, une constante demeurait, le mystère du mobile. Pourquoi quelqu'un aurait-il choisi d'attaquer Lina? Était-ce un crime d'opportunité ou y avait-il une planification préalable? Y avait-il une relation personnelle avec l'agresseur ou s'agissait-il d'un inconnu? Les experts en criminologie prévenaient que l'absence de preuves claires de harcèlement ou de communication préalable rendait difficile la définition d'un profil du criminel, ce qui compliquait encore davantage la résolution de l'affaire. Les doutes en suspens n'affectaient pas seulement la police, mais aussi l'opinion publique. À chaque nouvelle information sur l'affaire, des débats sur la sécurité, la responsabilité des autorités et le rôle de la communauté émergeaient. Les réseaux sociaux continuaient de discuter intensément des théories, certaines basées sur des faits, d'autres n'étant que des conjectures. Cela créait un environnement où la vérité devait être soigneusement séparée des rumeurs, une tâche qui exigeait rigueur et patience. Pour la famille de Lina, chaque révélation et chaque nouveau doute était un coup émotionnel. La douleur de perdre leur fille se mêlait à la frustration de ne pas avoir de réponse claire. Malgré tout, la mère et le père gardèrent l'espoir que finalement, l'enquête révélerait l'identité du meurtrier et le mobile derrière le crime. L'affaire de Lina Delsart restait ainsi inachevée, inquiétante et complexe. Des révélations partielles, des preuves non concluantes et de multiples hypothèses maintenaient tout le monde en suspens. La société continuait de suivre, angoissée, tandis que la police approfondissait ses analyses, déterminée à rendre justice à Lina et à clore l'un des crimes les plus troublants de la France récente. Conclusion et réflexion. Le meurtre de Lina Delsart demeure une blessure ouverte dans le petit village d'Alsace, en France, et dans toute la société qui a suivi l'affaire avec attention. Au fil des semaines et des mois d'enquête, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas seulement de la disparition tragique d'une adolescente, mais d'un crime qui reflétait des vulnérabilités plus larges, la fragilité de la vie quotidienne, les risques encourus par les jeunes et le besoin urgent de réponses efficaces en cas de violence. Pour la famille de Lina, le deuil n'a pas seulement consisté à accepter la perte, mais aussi à vivre avec l'incertitude qui persistait quant au mobile du crime et à l'identité du responsable. Chaque détail divulgué par la police et chaque nouvel indice générait espoir et frustration dans la même mesure. La douleur était multipliée par l'exposition publique de l'affaire, qui transformait la vie intime de la famille en nouvelle nationale. Malgré cela, la mère de Lina est devenue un symbole de résistance et de détermination, participant à des interviews et à des campagnes de sensibilisation, exigeant la justice et alertant d'autres familles sur les risques que les jeunes peuvent rencontrer. Dans la communauté locale, l'impact a été profond. Les habitants vivaient désormais sous une surveillance constante, se méfiant des étrangers et révisant leur routine quotidienne pour garantir leur sécurité. Les écoles et les associations locales ont mis en place des mesures préventives, y compris une plus grande surveillance des trajets des élèves et des programmes d'éducation sur la sécurité personnelle. Des veillées et des hommages ont été organisés en mémoire de Lina, renforçant l'importance du souvenir et de l'union communautaire face aux tragédies.
Le pays, de son côté, a réfléchi à la vulnérabilité des adolescents et à la nécessité de politiques publiques efficaces. Députés et autorités ont discuté de lois plus strictes sur les crimes contre les mineurs, ainsi que d'investissements dans la technologie de surveillance et de prévention. Les organisations de protection de l'enfance ont intensifié leur campagne de sensibilisation, rappelant que des tragédies comme celle de Lina, bien qu'extrêmes, sont des signaux d'alerte qui ne peuvent être ignorés. Cependant, même avec toute la mobilisation et l'attention, l'affaire laisse encore des questions sans réponse. Qui était l'agresseur de Lina? Quel était le véritable mobile derrière le crime? Était-ce quelqu'un qui connaissait la routine de la jeune fille ou un étranger qui l'observait? Et plus important encore, pourquoi un acte aussi brutal s'est-il produit dans une communauté jusqu'alors considérée comme sûre? Ces questions demeurent, créant un mystère qui défie la police et la société. L'affaire de Lina Delsart met également en évidence l'impact des médias et des réseaux sociaux sur les crimes contemporains. D'une part, ils tiennent le public informé, mobilisent des ressources et aident à localiser des témoins. D'autre part, ils peuvent alimenter des rumeurs et des jugements hâtifs, rendant plus difficile pour l'enquête de rester objective et basée uniquement sur des faits. La tension entre information et désinformation est l'un des héritages modernes de l'affaire, montrant comment des crimes de ce type acquièrent des dimensions complexes dans le monde numérique. Sur le plan émotionnel, l'histoire de Lina s'est transformée en une alerte collective. Elle rappelle à tous que, même dans des endroits tranquilles, la vie peut être interrompue de manière inattendue. Elle renforce également l'importance de communautés vigilantes, de familles présentes et de politiques publiques qui priorisent la protection des adolescents. Lina, bien que victime d'un crime terrible, est devenue un symbole de mémoire et de réflexion, rappelant que chaque jeune perdu représente une faille qui peut être prévenue par l'attention, le soin et une action coordonnée. Pour la police, l'affaire continue d'être un défi d'enquête méticuleuse et de patience stratégique. Chaque cheveu, chaque fibre, chaque enregistrement numérique est analysé avec rigueur dans l'espoir qu'un jour les pièces du puzzle s'assemblent. La quête de justice pour Lina ne consiste pas seulement à punir le coupable. Il s'agit de restaurer la confiance de la communauté, de fournir des réponses à la famille et d'empêcher que des crimes similaires ne se reproduisent à l'avenir. En fin de compte, le meurtre de Lina Delsart est plus qu'une tragédie individuelle. C'est une histoire de perte, de douleurs collectives et de défis sociaux, qui révèle des fragilités et indique des pistes pour la prévention et la sensibilisation. La mémoire de la jeune fille reste vivante, inspirant des actions de protection et des changements de politique, tandis que la société française continue de réfléchir à ce qui aurait pu être fait pour éviter qu'une vie si prometteuse ne se termine de manière si prématurée et cruelle.